Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Xavier Niel est avec nous. Oui, on va parler des télécoms, là, ils sont tous là. Mais bon Dieu, quand est-ce qu'il lui parle de son réseau pourri? Quand est-ce qu'il lui parle de la 4G? Ils seront pas... Ouais, d'accord. Attendez. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit aussi gigantesque, là, Alfrécinet, Xavier Niel? Je crois qu'elle est 10 fois plus importante que le plus grand incubateur du monde à ce jour. Donc vous êtes en train de dire qu'on est en train de créer quelque chose de 10 fois plus grand que ce font nos amis américains qui représentent un exemple? Mais pourquoi est-ce qu'il... Non, mais j'ai pas dit... Mais pour que vous en parliez, Stéphane, on a besoin que vous en parliez. Et pour que vous en parliez et que tout le monde en parle et que l'on parle de Paris, il faut faire quelque chose d'énorme. Et donc on fait à Paris le plus grand incubateur du monde dans lequel on va permettre à 1000 boîtes de se créer. On va mettre 3500 jeunes, on leur met la chose la plus haut de gamme, la plus avancée, et on fait ça à des prix qui sont complètement dérisoires. On les annoncera dans 2 ans quand ça ouvrira pratiquement. Mais on met tout ça en œuvre pour aider les jeunes à créer leur boîte et leur créer tout l'écosystème pour le faire. Mais comment ça, il faut que j'en parle? Quelle importance ça a que j'en parle? Parce que vous vous rendiez compte à quel point on fait du bashing contre la France et qu'en France, on est premier sur plein de choses. Sur les incubateurs, sur la création d'entreprises, on est premier. Je vous prends un exemple concret. Vous savez quel est l'endroit du G20 où c'est le plus simple de créer sa boîte? France. On crée une boîte. On va pas revenir sur le paradis fiscal. Mais on crée une boîte en France en 7 jours. Oui, mais 22 jours en moyenne dans le G20. Je suis content de l'avoir créée. 7 procédures dans le G20, 5 en France. J'ai pas de capital pour la développer. Je me trouve bien beau à l'avoir créée. Super. Auto-entrepreneuriat, on n'a pas besoin de capital. Mais ça si. marche. Mais oui, mais alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe Aldebaran Robotics. Boum. SoftBank, tout est parti au Japon. Mais enfin, je vais pas révéler des choses sur cette société, c'est leur sujet. Mais vous avez du CID en France, du capital risque en France qui marche et qui cartonne. Mais oui, mais c'est après, c'est l'état d'après. Mais vous croyez que si Google se crée en France demain et que c'est un produit de qualité, quand les jeunes viennent vous voir en vous disant « Oh là là, j'arrive pas à trouver de fonds », mais la question c'est est-ce que leur dossier mérite ces fonds? Je vous prends un exemple. Quand on va acheter T-Mobile aux US, on trouve 41 milliards de dollars pour aller les acheter. On a des lettres de financement avec la BNP, avec HSBC, avec une autre banque américaine. On a 41 milliards de dollars pour aller faire cette venture aux États-Unis. Vous avez franchement l'impression qu'on a du mal à trouver du capital ici? Oui. Les gens, quand ils ne trouvent pas de capital, plutôt de se poser la question, est-ce que mon projet est bon? Ils vont dire, ah non, ça c'est la faute de la France, ça serait plus simple aux US. Bien, je vous le dis, c'est plus simple en France de lancer sa boîte, de la créer. Non, mais attendez, on parle du vrai capital, on parle du gros capital. On parle de 41 milliards de dollars. Oui, mais c'est 41 milliards de dollars. Mais vous êtes déjà au-dessus, vous êtes à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Xavier. Enfin, pas encore tout à fait, mais évidemment, vous êtes déjà au-dessus. Non, moi je vous parle des 150, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous parle de l'entreprise de taille intermédiaire. C'est ce stade-là que vous n'arrivez pas à franchir. Qu'elle a du mal, quand elle est bonne, qu'elle est performante sur ces secteurs, qu'elle a du mal à trouver des fonds. Ouais, j'ai le sentiment, j'ai des dizaines d'exemples d'entreprises qui ont du mal à trouver des fonds. Donc vous pensez que vous êtes des investisseurs, des fonds, des banques, vous n'allez pas prêter à des gens dont vous pensez qu'ils ont un grand avenir? C'est supposer que dans une économie mondialisée, que vous avez un avantage pour être financé dans un pays par rapport à un autre. C'est la conviction qu'on a, effectivement. Vous nous dites que c'est faux. Je vous écoute, c'est vous qui savez, c'est pas moi. Non, mais c'est faux, mais je le vois sur des startups. Moi, j'ai financé des startups en France qui ont grossi. Je vous prends un exemple concret, c'est Deezer. Moi, j'ai mis de l'argent sur Deezer sur une valo d'1 million d'euros. C'était tout petit. Quand il a fallu lever des fonds, ils sont en France, ils sont à Paris, ils ont des super locaux. Ça s'est bien passé. Je vous prends un autre exemple. Vous avez Xavier Niel, non, Deezer, vous rentrez dans Deezer. Il faut qu'à un moment, il y ait un coup de fil qui donne l'ordre à Orange d'aller reprendre Deezer. C'est pas moi qui le fais, ce coup de fil, c'est qui? Enfin, c'est pas du capitalisme normal, c'est ça que j'ai envie de dire. Le financier principal de Deezer, ce n'est pas Orange. Orange n'a pas mis de cash. Il a distribué les offres et il n'y a pas eu de coup de fil. Vous pourrez poser la question à Stéphane Richard. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas eu de fonds. Et quand il s'agit de trouver des fonds, ils ont été trouvés. Vous avez en France, de Paris, un des leaders mondiaux de jeux sur Facebook. Une boîte énorme, inconnue, Simply Games. Ils sont à côté d'Opéra, ils ont les plus beaux bureaux de Paris. Allez les voir. C'est des gens qui se cachent, ils sont brillants. Mais on les connaît par cœur. Ils avancent. Pretty simple. Ils avancent, ils sont fantastiques. Ils sont à Paris. Ouais, c'est vrai. Ils sont leaders mondiaux du jeu, dans les nouvelles technologies. Ils sont à Paris, là, comme ça. Et donc, ils n'ont pas eu de mal à trouver des fonds. Il faut que ce soit gigantesque, là, Alfrécinet, pour que vous puissiez justement affirmer ça et l'affirmer au monde entier. Pour que quand des gens viennent à Paris, on leur montre pas un petit truc, un petit machin, et on leur dit, quand tu viens à Paris, on va te montrer 1000 boîtes, viens, elles sont là. C'est pas la peine de prendre ta voiture, d'aller te promener. Tu as un écosystème parisien qui est super fantastique, avec plein d'incubateurs. T'as un truc gros, tu vas aller voir, et autour de ça, tu as plein de choses qui marchent. Et c'est l'écosystème parisien en entier qui fonctionne et qui est là. Parce que l'écosystème d'incubation à Paris marche bien, mais ce sont des petites entités. On a besoin d'un navire amiral qui entraîne tout le reste et qui le fasse fonctionner. C'est beau, hein? On va essayer de faire ça marche. C'est beau. Non, c'est magnifique. Et l'école 42? C'est le même principe alors, l'école 42? L'école 42, c'est de dire que
tout n'est pas parfait en France. Vous allez voir, ça va vous faire plaisir. J'ai l'impression que vous avez l'impression que je dis les choses bien. Il y a un truc qui marche pas dans ce pays, c'est l'ascenseur social. On est en dernière position de l'OCDE en termes d'ascenseur social. C'est-à-dire que si mes parents n'ont pas d'argent, objectivement, pas de grande chance de faire une grande école. 11% de boursiers à Polytechnique. Ça marche pas top. Donc, on a un problème d'ascenseur social. Et on a des jeunes, on a des décrocheurs, entre 100 et 200 000 décrocheurs du système scolaire chaque année. Ces jeunes, on va leur offrir une possibilité, une solution. On va d'abord leur faire passer le concours le plus dur du monde. Pour rentrer chez 42, c'est 450 à 500 heures de travail. Ils ont rien, hein. C'est-à-dire quand ils arrivent chez vous, on les a vus arriver en septembre dernier, ils ont leur sac. On leur demande de rien. On leur demande rien. La rentrée scolaire était hier, de cette deuxième année. La rentrée scolaire, je sais pas, la rentrée était hier. Mais qu'est-ce qu'on leur demande ? On leur demande de passer un test en ligne, qui est un énorme jeu vidéo. C'est-à-dire, quel que soit leur niveau culturel, ils peuvent le réussir ou le rater. Ce test, il est assez long. Il peut durer jusqu'à 20 heures. Donc, c'est un vrai test. Au bout de ce test de 20 heures, qui est allé sur plusieurs jours, on en a 70 000 qui le font. Au bout de ça, on prend les 3 000 meilleurs. Et là, on les fait bosser 450 heures pendant un mois. Et au bout, ces jeunes qui sont des décrocheurs, on en prend 1000. Et à ces 1000, on leur dit, écoute, on va te payer ta scolarité à ta vitesse. L'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux venir bosser la nuit si tu préfères, le jour si tu joues vieux. Et on va aller à ta vitesse. Si t'es brillant, tu vas le faire en 2 ans. Si t'es mauvais, tu vas le faire en 4 ans. On va te faire ça. On va t'aider à trouver un logement. Et si tu as des problèmes d'argent, on va te garantir un prêt bancaire. Parce que l'État, vous voyez, encore une fois, je vais faire une critique. L'État ne garantit plus les prêts étudiants aux jeunes dont les parents n'ont pas les moyens d'être caution. Donc on va être ta caution en plus auprès de la banque pour que tu puisses avoir 15 000 € et payer ta scolarité. Et au bout de ça, on va te faire toi un génie. On va faire toi un génie parce que tu as passé la sélection la plus dure du monde. Ok, t'as jamais eu le bac. Okay, parce qu'en fait, il l'est. C'est ça, la conviction que vous avez, c'est que vous avez détecté qu'il l'est. L'ensemble de ce concours ultra dur là, ils dorment pas pendant 3 jours, hein, les mecs. Hein, on les fait bosser un peu. Vous avez réussi à le détecter en fait, et vous allez le révéler. Et ça marche. Et qu'est-ce qu'on se passe ? Ça fait 1 an, donc ça a ouvert il y a 1 an, on a la première promo qui est restée 1 an, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On a envoyé des stagiaires. Le problème, c'est que nos stagiaires, ils sont tellement bons qu'ils sont souvent équivalents aux 3 ans des écoles d'ingénieurs classiques d'informatique. Donc les entreprises dans le monde entier commencent à nous les prendre. On a des histoires fantastiques. On a une jeune fille, elle est arrivée il y a 1 an, elle était au RSA, dans la galère pas possible. C'était un cauchemar tellement ça allait mal sa vie. C'était un truc horrible, je ne devrais pas le dire d'ailleurs comme ça. Mais enfin, disons que c'était pas top. Elle passe 1 an. Et là, il y a Berkeley qui vient chez 42 et qui regarde la deuxième école deuxième au classement de Shanghai comme école, pas trop mal, hein, donc une école convenable dans les critères habituels. Ils voient cette jeune et ils disent mais c'est une génie cette nana. Écoute, viens avec nous, on te paye tout et tu viens faire quelques années à Berkeley. On te paye ta scolarité, on paye tout. Il y a 1 an, elle est au RSA. Maintenant, elle est dans la 2e meilleure école du monde, du classement de Shanghai. Ça, c'est des histoires comme ça, on en a des dizaines et on adore ça. Et ces mômes que l'on considère en échec scolaire sont en train de devenir des génies et on va produire des centaines de génies chaque année. Parce que la France, ça marche. Et il y a une autre chose, et on a déjà parlé ensemble, mais je sais que vous adoriez ça, j'emmène souvent des copains de la Silicon Valley chez 42. De manière discrète, on n'est pas là pour faire de la pub, mais des grandes stars, des gens très connus. Et ils ne s'en remettent pas de voir le dimanche soir 500 jeunes en train d'être là, volontairement en train d'étudier. Parce que c'est pas l'image de la France qu'ils ont. Et moi, c'est l'image de la France que j'ai. C'est 500 jeunes qui ont envie de s'en sortir, de réussir, qui prennent sur eux et qui bossent comme des malades pour apprendre un métier et être prêts à rentrer dans l'entreprise ensuite. Ténacité, ambition, inconscience, vous choisissez lequel de ces 3 mots Inconscience, c'est le plus sympa. Ouais. On en parle, et on parle des télécoms dans un instant. Les BFM Awards 2014. Ces trophées récompensent les dirigeants talentueux et les entreprises performantes, moteurs de l'économie. Retrouvez tous les lauréats de la 10e cérémonie des BFM Awards sur bfmbusiness.com. Les BFM Awards 2014 avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change. And now for today's financial news. 中国制造业预测 Le cours de l'or est environ à $1,300. Commodity net long positions continue their downward spiral, and what's more, Chinese manufacturing forecast now in single digits. German consumer index up. gold is around 1,300. Chaque jour, l'actualité économique crée de nouvelles opportunités d'investissement. Pour les saisir, Saxo Bank vous donne accès à plus de 30 000 instruments financiers, où que vous soyez, quand vous le souhaitez. La retraite, vous y pensez? Avec les fonds financiers de l'Échiquier, vous aussi, vous pouvez viser juste. Parlez-en à votre conseiller financier pour votre assurance vie et votre PEA ou appelez le 0800 319 319. Financière de l'Échiquier, des valeurs à partager. Les fonds financiers de l'Échiquier présentent un risque de perte en capital.
Relocaliser, réindustrialiser, acquérir de la compétitivité. Derrière les mots, il faut une méthode. J'en ai une, créée à titre personnel, c'est les faire au sort. L'utiliser, c'est repenser ses achats et son outil industriel. Mettre en avant l'innovation et écarter un a priori, celui de la main-d'œuvre trop chère. Valorisons nos savoir-faire et créons des emplois. Le livre blanc est disponible sur lesfairaussort.com. Au cœur de l'un des plus grands domaines skiables des Alpes, Paradis Ski, Edenarc 1800 bénéficie d'un emplacement exceptionnel face au Mont Blanc. Ce complexe touristique représente une des dernières opportunités de devenir propriétaire aux Arcs et jouit d'un emplacement unique ski au pied en hiver et en bordure d'un golfe 27 trous l'été. Avec sa nouvelle résidence 5 étoiles Les Monarques, Edenarc met à votre disposition des services haut de gamme et un éventail d'activités de loisirs. Conjuguez plaisir et défiscalisation en devenant propriétaire à Edenarc 1800. On fait nos 3 derniers contrats. Tu viens? Non, attends, ça marche trop bien, ça m'angoisse. Si je tombe malade, si j'ai un accident, si je m'arrête, la boîte s'arrête, ma famille, elle vit comment? Je me sens fiévreux. Tu trouves pas? Oula, tu devrais consulter. Tu crois? Notre agent MMA. Avec notre assurance santé MMA, vous êtes très bien couvert, cher président. Et si tu t'arrêtes avec la prévoyance MMA, tes revenus sont assurés. Génial. D'autant plus que tu peux bénéficier d'avantages fiscaux. Zéro tracas. Zéro blabla. Oh bah allez, on y va. Hein. Ça se fait. Zéro tracas, zéro blabla. MMA. Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. On est avec Xavier Niel pendant une demi-heure. On va parler télécom quand même, Xavier. Vous avez encore le temps de vous en occuper Je m'occupe que de ça, en fait, contrairement à ce que Attendez, vous parce pensez. qu'il y a juste une question que je ne sais pas. Dans combien de boîtes vous êtes investisseur aujourd'hui? Vous le savez vous-même? Je sais pas, plus d'un millier, je pense. On en fait 100 par an. Voilà, on investit dans 100 boîtes par an. C'est ça, il y a une structure qui s'occupe de ça. Plusieurs structures. Plusieurs structures. Et vous les regardez pas toutes, c'est-à-dire... J'essaye aussi. Alors après, des fois, il y a des gens... Alors après, quand vous rajoutez on avait fait le projet, on avait fait 101 projets avec Marc Simon et Jacques-Antoine Grandjean, et là, et donc il y a une dame qui était hier soir, une jeune fille d'ailleurs, qui était hier qui a gagné un prix, et qui me dit, vous savez, j'étais dans 101 projets. J'ai écouté, je me souviens de vous, mais je me souviens plus du projet, mais bravo. C'est vrai. Donc on en fait 100 sur une journée, c'est parfois dur. Ouais. Mais vous posez un label. C'est-à-dire, il y avait vu à la télé pour les marques de lessive, et il y a sponsorisé par Xavier Niel pour les startups. Non, on faisait ça avec Jacques-Antoine et Marc. Ça aide à fond. Bah ouais, parce qu'après ils ont levé des fonds. Au capital. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, tant mieux. Si ça les aide, moi je suis ravi. Une sorte de vaccin, quoi, voilà. Bon, allez, on parle des télécoms. Pourquoi ça n'a pas marché, l'Amérique? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que vous n'avez pas renversé la table. Ça, c'est votre vision locale, non, je vous promets. Comment ça? Vous n'avez pas renversé la table? Vous êtes resté quoi? Entre 33 et 36 euros avec les synergies, l'offre. Oui, mais c'était pas ça le problème. C'est vrai. Même si, parce que là, il faut des primes à 40, à 50% aujourd'hui pour acheter les boîtes. Mais... la prime est liée. Aujourd'hui, le cours RBC, je crois qu'on est à 25% de prime sur nos prix ou un truc comme ça aujourd'hui. Mais alors, c'était quoi le problème? Je crois que vous avez un vendeur qui est Deutsche Telekom qui se dit, moi je pense qu'il avait deux sujets. Il a un premier sujet où il se dit, moi je suis leader, je suis le plus gros en Europe, j'ai mon plus gros actif qui est aux États-Unis, en dehors de mon actif national. Si je le vends demain, je vais me retrouver avec du cash, beaucoup de cash, mes actionnaires vont me demander une distribution de dividendes, et puis si un jour par hasard, après cette distribution de dividendes, je ne vais plus être le plus gros opérateur européen, je vais même devenir plus petit qu'Orange, et si un jour par hasard les politiques de la France et de l'Allemagne me demandent de fusionner avec Orange, j'aurai plus le dessus. Ça, c'est un premier élément. Je pense, c'est un avis personnel, je peux me tromper. Un deuxième avis, donc c'est la faute d'Orange, encore une fois, vous voyez, toujours les coupables sympathiques. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'il y a un côté d'égo. C'est de se dire, j'ai un autre acteur européen, il est 3e ou 4e dans son pays, qui est la France, c'est vous dire que vu de l'Allemagne, c'est pas grand-chose, qui est en train de venir me racheter mon premier actif. Et là, j'ai deux solutions. Donc j'ai un problème d'égo, mais en plus, imaginez... Vis-à-vis de vous, alors? Ouais, imaginez qu'il réussisse et qu'il fasse vraiment ce qu'il dit. Ah ouais. On promet quand même 10 milliards, on promettait 10 milliards d'EBITDA dans 2 ans. Hein. Là où ils en font 5 aujourd'hui, on va avoir des problèmes quand même. Donc on risque d'avoir un peu. Donc voilà, donc vous avez des petits problèmes d'égo, et donc ça se fait pas sur des problèmes d'égo, mais très bien, on a discuté, on a été contents. Vous avez vu comme il a changé le ton de notre conversation là dès qu'on a parlé de ça? Je sais pas, je deviens plus sérieux. Parce qu'on est une société cotée, donc. Ouais, non mais là on est dans du lourd là. Vous aviez dit toujours cette qu'on fasse Sciences Po. Vous avez dit non, c'était peut-être une autre, parce que la question internationale vous l'aviez toujours écartée à ce moment-là. C'est pour ça que ça a été une telle surprise. Et vous aviez dit un jour on aura la grosse tête.
Et on pensera qu'on pourra faire la même chose ailleurs. Et moi, je me dis, ce que je à titre regarde... personnel, je fais ça ailleurs, déjà. J'ai des opérateurs dans d'autres pays, donc je... Ouais, mais des petits opérateurs... Vous avez une notion de petits opérateurs, j'adore tout à l'heure. Comment ça? Mais comment ça? Vous avez quoi comme gros opérateurs à titre personnel? Non, Attendez, mais je vais pas des choses sur lesquelles je communique, mais j'ai quelques opérateurs importants dans certains pays, je vous promets. Non, je sais. Mais lesquels? Je ne communique pas sur ces sujets. Vous savez, j'ai plein de boîtes cachées comme ça que je ne montre pas. Mais non, mais j'ai un peu d'expérience dans les télécoms, dans certains pays. Paraphrasons Robespierre, le tout n'est pas de dire j'ai des opérateurs, le tout est de dire qui et lesquels. Non, mais alors vous me le direz pas. Hein. Parce que là, par exemple, la Suisse, non, mais alors vous allez essayer de racheter un opérateur suisse? Non, Iliad va pas essayer de racheter un opérateur suisse. Donc ça, c'est écarté. Mais voilà. Non, Iliad, non, mais je vous le redis très clairement, Iliad, pour acheter, si vous prenez T-Mobile, le projet à la base, on s'aperçoit qu'un jour, un dirigeant arrive chez John Legere arrive chez T-Mobile et commence à avoir une stratégie copier-coller sur celle qu'on avait lancée en 2012. Donc on a quelqu'un qui fait un show, qui utilise les mêmes mots que nous, qui fait exactement la même chose. On se dit, qu'est-ce que c'est que ce machin? Aux US, on a un copier-coller avec très différent. Hein. Il a une chemise violette, quand moi j'ai une chemise blanche. Enfin, on a un truc et on se dit, qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi? Et on va voir, et depuis des années, on nous dit que la stratégie qu'on avait appliquée en France pouvait marcher qu'en France, et on commence à suivre cette boîte, à avoir des gens en interne qui en permanence regardent ce qu'ils font, comment ils avancent, etc. Et on commence à récupérer les chiffres, et on s'aperçoit qu'ils mettent en œuvre une stratégie commerciale. Et John Legere met en place une stratégie commerciale qui est exceptionnelle, mais qui ne structure pas la boîte comme il faut pour pouvoir répondre à cette stratégie commerciale. Et vous le revoyez dans ces derniers résultats qui ont été publiés il y a quelques jours. La croissance d'abonnés est très forte, mais le résultat, lui, stagne et la boîte ne dégage pas de cash. Et donc, on commence à travailler là-dessus et à regarder et à se dire, mais nous, on sait faire ça, on sait manager ce type d'activité pour lui faire cracher de l'argent et pour lui faire vraiment rendre de l'argent et pouvoir baisser encore plus les prix sur ce marché américain. Et oui, il y a une sensibilité au prix aux États-Unis, comme elle existe partout, mais ça marche, notre stratégie peut marcher partout. Et on commence à l'appliquer, on commence à bosser, et puis on commence à aller voir nos banques, et typiquement la BNP, on commence à en parler à la BNP. Vous me disiez qu'il n'y a pas de financier, qui nous dit ouais, on sait vous financer, on sait avancer, commençons à étudier, on commence à bosser là-dessus. On a HSBC qui revient, une autre grande banque qui arrive. Après, Deutsche Telekom nous dit oui, mais dans votre offre, il y a ceci, cela qui peuvent ne pas aller. On va voir deux fonds, un des plus grands fonds américains, on ne les cite pas. Un fonds... KKR, moi je vais les citer pour eux. Et un fonds souverain d'un autre pays qui sont au milieu de plein d'autres fonds, nous disent nous on adore ce que vous faites, on se connaissait déjà, on adore ce que vous faites, et on va le faire avec vous et on vous soutient. Et puis ça nous permet d'améliorer notre offre, de revenir chez Deutsche Telekom, qui nous dit non. Et à ce moment-là, il vous dit, et même si vous aviez eu 40% de prime sur le cours de bourse, il vous aurait dû lancer votre conviction aujourd'hui. Hein. Non, mais le truc, c'est quoi? C'est que le cours de bourse de T-Mobile, on estime que sa valeur intrinsèque aujourd'hui est à $25. Quand on est à $33, on a 30 et quelques % de prime déjà. Alors, mais la question, c'est un signal. Donc, ok, ça n'a pas marché aux États-unis, même si quand je vous entends là, à ce point-là, je me dis que quelque part dans votre tête, vous dites que ça pourrait revenir. Non, c'est fini. Il n'y a pas de vendeur. Mais est-ce que c'est un signal d'expansion internationale? Est-ce que c'est le signal que Iliad se dit sur le marché français, je vais peut-être arriver à un moment à saturer, il faut que j'aille ailleurs? On sait que pour les 4 ans qui viennent, on a une très forte croissance qui est là. On sait que dans 4 ans... En France, vous voulez dire? En France. Pour Iliad. On sait que dans 4 ans, on n'a plus de croissance. Donc il faut qu'on prépare ce après 4 ans. À un instant donné, avec très longtemps de travail en amont, on identifie quelque chose qui nous correspond, qui a un modèle commercial qui nous correspond, qui a déjà fait le basculement vers ce modèle commercial, dans un pays où quand on rencontre la FCC, ils nous disent on veut que vous veniez. Parfois, on a du mal à avoir des investisseurs étrangers en France. Ouais, absolument. Mais nous, quand on y va, la FCC, le DOJ, les gens, les contacts qu'on peut avoir là-bas nous disent on est très content que vous veniez. Il y a même un ancien patron de la FCC qui dit bienvenue en français. Écoutez, ça se passe plutôt bien, c'est assez sympathique. La FCC, c'est l'ARCEP c'est le mélange de l'ARCEP et de l'autorité de la concurrence, les deux fusionnés, et qui nous dit venez, on est ravis. Et si vous voulez, après les gens que je peux connaître dans la Silicon Valley me disent ouais, on a quand même le pays au monde où on est le plus avancé pour créer des applications, créer des belles choses sur Internet, et on est le pays le plus arriéré en termes de télécom. Est-ce que vous êtes en train de chercher donc une nouvelle cible, et une nouvelle cible importante dans un pays important, Xavier Niel, en ce moment? On regarde toujours, mais objectivement, avant 1 an et demi, 2 ans, il se passe rien. Mais parce qu'on travaille en amont pour réussir à faire quelque chose. Ça veut dire que c'est la guerre des prix qui va se rallumer en France? J'ai l'impression qu'elle s'était éteinte. Ah oui, j'ai vu les chiffres d'Orange, elle s'est éteinte, la guerre des prix. Stéphane Richard est venu nous dire, oh mon Dieu. Et puis alors, je peux vous dire qu'ils étaient ravis de vous voir partir aux États-Unis, tous là. On est revenus. Oh mon Dieu. He's back and he means business. Non, mais ça veut dire qu'il va y avoir des gros coups sur la guerre des prix là à nouveau là. L'ensemble de vos concurrents peuvent recommencer à trembler?
je sais pas, je crois qu'on tremble tous, vous savez, c'est un marché sympathique, un peu concurrentiel. Ils font semblant de trembler. Hein. Comment ça, ils font semblant de trembler? Non. On est arrivé en 2012, ils ont tous pleuré. Leur cours de bourse, il est tous au-dessus de 2012. SFR, on nous a dit, c'est la fin du monde, ça a été vendu 15 ou 17 milliards. Il y a 2 acteurs qui étaient soi-disant agonisants qui se sont battus pour l'acheter. Moi, j'ai l'impression que ce marché, il va plutôt pas mal. Donc, je trouve qu'on les fait trembler modérément, si c'est ça votre sujet. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à un nouveau coup et un nouveau coup spectaculaire? Peut-être pas sur le mobile, d'ailleurs, parce que quand vous êtes à 2 €, ça va être un petit peu compliqué de descendre plus bas. Pas qu'à 2 €. Mais vous savez, je vous reprends un exemple concret sur les télécoms et les prix dans les télécoms. Vous avez l'impression que le marché a baissé en totalité de 20%. Supposons. Moi, je constate... Non, c'est pas supposons, il a baissé de 20%. Demain, vous voulez passer un week-end aux États-Unis. Vous allez acheter votre billet d'avion, le moins cher que vous allez trouver, vous allez le payer 500 €. C'est pas très cher, 500 €, mais vous allez trouver un billet d'avion pour aller à New York pour 500 €. Vous allez vous trouver un hôtel pour y rester 5 jours, ça va vous coûter encore 500 €. Donc ça va vous coûter 1000 €. Vous allez prendre votre téléphone, votre abonnement là-bas, vous allez arriver aux US. Votre femme, elle est chez Orange. Et il cherchait avec lequel se fâcher, là. Je peux vous le prendre avec n'importe lequel. Bon, alors super, la femme est chez Orange et le mari chez SFR et l'enfant est chez Free. Voilà, je vous prends les 3, comme ça, ça va vous faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire 100 mégas sur ces 5 jours. C'est pas beaucoup, c'est juste consulter ses mails. C'est quoi la facture? Orange, 1300 €. 100 mégas aux US, 13,30 € le méga, 1330 €. SFR, très bon marché, 7 € le méga en roaming. 100 mégas, 700 €. Chez Free, on a 15 centimes, 15 €. Vous avez l'impression que tout le monde a baissé ses prix. Moi, je ne pleure pas. Alors, on va vous dire, oui, mais on a une option cachée si vous ouais, puis, 40 fois comment dire, ça va marcher. Charger des centaines de mégas à New York, c'est pas non plus notre vie quotidienne, quoi. Mégas. Ouais, mais enfin, mais on va dire, la vie portable à New York, c'est pas notre vie quotidienne. Ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça. Les Français voyagent, sont à proximité des frontières et se tapent des factures de roaming de malades. Et comme ces deux sont des coûts cachés, ils ne s'en rendent pas compte. Donc, la facture en France, on est loin d'être parfait sur les prix. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, si vous me demandez un planning de ce que l'on va faire, parce que j'ai l'impression que c'est votre question. Bah, un petit peu, ouais. Nous, ce qu'on aime toujours, c'est l'innovation. Je le dis toujours, j'aurais été très fier que les équipes, on aurait été très fiers chez Free d'inventer l'iPhone. On aurait eu honte, un peu honte, de le vendre ce prix-là. Mais on aurait été très fiers de l'inventer. Donc, ce que l'on aime, nous, c'est faire de la technologie accessible à tous et la rendre accessible à tous. Et ça a toujours été notre finalité. Donc, c'est quoi notre timing? Entre maintenant et fin février, on a une petite surprise pour nos abonnés, sympathique, un petit truc beau. Bon, entre maintenant et fin février. Une nouvelle box. Un truc. Une nouvelle box. Un petit machin. Mais c'est une box améliorée ou c'est la vraie? Alors c'est la V7, je crois. Hein, non, mais parce que les Free Fanboys me tournent. La V7, c'est à la fin de l'année prochaine. On me l'a déjà dit. Donc la vraie grosse box, c'est à la fin de l'année prochaine. Non, attendons, on a un petit truc. D'accord. 3-4 mois qui viennent. Après, avant la fin du premier semestre. Je vais être sûr, ça va être une amélioration de la box. Ça va être une. Voilà. Non, c'est gros. On fait un keynote. Donc c'est gros. Quand on fait un keynote, c'est gros. Voilà. Après, en début d'année prochaine. C'est pire que de rien dire que de dire ça. Bon, allez-y, continuez. En début d'année prochaine, on a un petit truc sur le mobile. J'ai l'impression que ça vous titille, le mobile. Vous avez l'impression que vous vous rendez compte, vous aussi, que les prix, ça va pas. Non, mais vous êtes endormi, vous étiez occupé avec l'Amérique, donc c'est normal. Vous nous avez dit qu'on est de retour, on est de retour. Bah écoutez, il faut être là. Donc on a après un petit truc sympathique sur le téléphone, sur le mobile. Alors on fera un petit keynote, je pense, un truc sympa. Parce que je trouve qu'on s'est endormi, je suis d'accord avec vous. Sur le mobile, on s'est vraiment endormi. Et quand je vois les marges de nos concurrents, franchement, j'ai pas de peine. Donc je me dis qu'il faut remettre un petit coup parce qu'on peut faire un petit machin. Donc avant la fin août de l'année prochaine, entre février et août de l'année prochaine, on a un petit truc sur le mobile. Et puis après, on a notre grosse box. Donc voilà notre programme de l'année prochaine. On reparle investissement et on reparle emploi dans un instant avec Xavier Niel. GDF Suez Pro, le partenaire énergie et business 100% pro. Avant elle, j'étais du genre à enchaîner les relations. Ça m'est même arrivé d'en avoir plusieurs en même temps. Mais aujourd'hui, j'ai enfin trouvé la bonne. C'est la première qui me donne envie de penser à l'avenir. Avec ING Direct et son assurance vie sans frais d'entrée ni de versement, pas besoin de payer pour épargner. ING Direct, améliorons la banque. Détroit. Tous les jours, on retourne la scène. Geste fauve au milieu de l'arène. On ne renonce pas, on essaie de regarder droit. Détroit, l'album live. 2 CD et DVD. Avec Bourse Direct, restez connectés partout. Moins d'1 € l'ordre de bourse tout le temps et un service client comme ça. Et vous, la bourse, vous la vivez comment? Avec Bourse Direct, vivez la bourse autrement. Pour créer votre voyage,
je me laisse guider par vos rêves. Mon inspiration se nourrit de vos passions. Pour vous procurer des sensations inoubliables, je n'ai qu'une seule limite, votre imagination. Chacune de mes créations est faite sur mesure. Elle est le reflet de votre personnalité. Pour vous, je crée bien plus qu'un voyage. Je crée une expérience hors norme. Ce n'est pas une route, c'est une invitation. Ce n'est pas de la conduite, c'est une expérience. Ce ne sont pas de mauvaises conditions, ça n'existe pas. D'accord, c'est de la glace. Et alors, ce n'est pas une montagne, c'est la prochaine étape. C'est bien plus qu'un système 4 roues motrices. C'est la toute dernière technologie quattro. On s'est rencontrés il y a 6 mois. Le déclic, elle m'a donné sa carte. J'aime ma banque. Fortunéo. En ce moment, 80 € offerts. Pour toutes les grandes étapes à franchir, c'est mieux d'être bien accompagné. Pour réussir la transformation digitale de votre entreprise, nous sommes plus de 20 000 collaborateurs Orange Business Service à vous accompagner. BFM Business. Allez, on y va. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Et il nous reste qu'un quart d'heure et j'ai encore 1000 questions à vous poser, Xavier Niel. Quand vous voyez votre patrimoine qui fond de quoi 2,5 milliards, 3 milliards à peu près au moment de l'affaire T-Mobile. Virtuel. Hein. Ouais, c'est ça, vous regardez pas. Non, même pas. Ils ont rien compris les marchés. Je veux pas qu'on y passe une heure, mais ils ont rien compris les marchés à cette histoire. C'est normal ça aussi. Hein, non, quand on a fait du mobile, ils nous ont dit la même chose. Enfin, je veux dire, je crois que vous avez un certain nombre d'investisseurs sur le marché, pas tous, hein, qui sont là pour 6 mois sur votre action et qui n'ont pas envie de voir des choses à plus long terme. Donc ils sortent de l'action à ce moment-là, donc ça fait baisser votre action. Bouygues, c'est mort de chez mort ou ça peut revenir? Mais vous n'avez pas de vendeur. La consolidation avec Bouygues. Non, mais vous pourriez être acheteur de Bouygues. On n'est pas acheteur. Vous n'êtes plus acheteur. On n'est pas acheteur. Il y a un moment, c'est lui qui était plus vendeur, et là maintenant. Comme je pense que pour des raisons concurrentielles, la consolidation ne peut pas se passer sans nous. Il n'y aura pas de consolidation en France, donc on a durablement 4 acteurs qui sont tous très rentables. Hein. Mais non, mais ils sont plus rentables, Bouygues, ils vont pas mourir de leur belle mort. Moi, je regarde leur cours de bourse, ça a l'air de bien aller. Et visiblement, quand il s'agissait de racheter SFR, ils ont trouvé 15 milliards d'euros. Mais alors mais ça va commencer à vous inquiéter parce qu'ils commencent à mordre un peu vos jarrets là sur le fixe, justement sur ce fameux fixe là. Attendez, sur les recrutements, vous êtes en retard sur le dernier trimestre. On va publier le prochain dans 10 jours. Vous me faites une interview téléphonique dans 10 jours à 1 heure et puis on voit ce que je vous dis. Parce que vous reviendrez pas. Non, mais enfin, sur le premier semestre, on n'avait jamais vu ça quand même. Hein. 200 000 pour Bouygues et 100 000 seulement pour Iliad, 100 000 seulement pour Free. Ouais, nous on est très fiers de nos chiffres. Hein. Vous avez une box. Et c'est la première fois que ça vous arrive quand même. Ah non, on a été juste avant de faire du mobile, Bouygues a été devant nous plusieurs trimestres. Non, je vous promets, ça n'a rien de. Vous savez, nous on n'a que 25% du marché en France, hein, on cherche pas à avoir plus. Ces trucs, nous on pense qu'on peut faire 25% de part de marché en France sur le mobile. La box elle vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire que et ça pour le coup, alors là-dessus autant sur le mobile, vous dites qu'on peut baisser les prix sur la box de par la technologie que vous apportez, là il n'est pas question de baisser les prix. On donne des box qui ont un prix unitaire de 400 €, donc vous avez des équations à calculer. Vous avez des offres différentes à des prix différents sur le marché. On a des offres chez Free à partir de 19,98 jusqu'à 37 €, donc on a une gamme de box. Vous serez évidemment au rendez-vous fixé par le régulateur sur le réseau. Ce sera en avance. Vous n'avez jamais eu aucune. Vous avez vu, il y a quand même un truc fantastique là-dessus, sur cette couverture. J'entends plus mes concurrents qui nous disaient depuis des années qu'on ne ferait pas 75%. C'est vrai. Je me demande si pendant des années, vous n'avez pas interviewé des gens qui vous ont bullshité, si je peux me permettre. Il faudrait peut-être les réinterroger, faire un petit débat. Ils vous ont dit qu'ils feront jamais 75%, et là on les entend plus quand ça arrive. Normalement, quand ça arrive, tout le monde commence à crier ils sont morts, ils vont pas les faire, et là on ne les entend plus. Donc on va faire au-delà de 75%, et je vais même vous donner un scoop. Dans 2 ans, on essaye de viser 95% de couverture. On va essayer de faire ça, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est nos objectifs internes. Et oui, on déploie un réseau. Vous avez dit le contraire pendant 2 ans, mais on les entend moins. Ils sont plus silencieux. C'est un peu ballot d'ailleurs, parce que ça sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on s'est mis, mais moi-même d'ailleurs, on s'est mis dans cette espèce de truc de dupliquer les infrastructures là. Mais en fait, ça se passe très bien avec Orange.
Ça s'est très bien passé avec Orange, ils portaient votre réseau, Orange. Non, ça se passait pas si bien que ça, ils jouaient le jeu ou ils jouaient pas le jeu? Si, ils jouent le jeu. Après, on a des petits problèmes de saturation à certains endroits. D'accord, donc il est nécessaire ce réseau. Ah oui, et puis c'est le modèle économique. Les annonces qu'on va faire l'année prochaine, dont je vous parlais, c'est parce qu'on a une couverture de réseau qui a augmenté. Vous savez, l'itinérance, pour nous, utiliser le réseau d'Orange, pour nous, ça nous coûte des fortunes. C'est horrible. Et quand on revient sur notre réseau, on se met à faire des très forts profits. Donc plus on est sur notre réseau, plus nos marges se mettent à exploser. 3G et 4G, hein? Oui. C'est quoi la question? C'est ça, voilà, vous avez répondu oui. Non, donc on aura à la fin de l'année. Et 3G et 4G. Pardon, oui, à la fin de l'année, on aura plus de 75% de couverture 3G et on espère plus de 50% de couverture 4G. Ça change le monde, la 4G, ça change l'économie des télécoms, la 4G. Ça, c'est ce qu'ils essayent de vous faire croire. On a plus de débit, on a plus de spectre et c'est une bonne chose. Ouais, mais il y a de le vendre au prix de la 3G quand même. Enfin, moi, je veux bien que vous. Mais pourquoi vous vouliez sans arrêt faire le bonheur de l'ensemble de vos consommateurs, mais à un moment, c'est quand même dommage de vendre un truc dingue, parce que la 4G, c'est dingue, au prix auquel vous vendiez la 3G avant. Mais pourquoi c'est dingue? Mais c'est dingue, ça va vite. Et vous avez l'impression qu'on fait pas. Moi, ça m'a bluffé, moi. Vous avez l'impression qu'on a un problème de profit? Ouais, j'ai l'impression nos concurrents nous reprochent de faire des trop forts profits. Nous, on trouve qu'on fait des profits justes. Enfin, à chaque fois qu'ils viennent vous voir, ils vous disent les profits free. Je ne sais plus quoi vous dire. Donc, vous me dites augmenter les prix. Mais vous voulez qu'on fasse quoi, 60% de marge? C'est pas remonter les prix. Et vous savez, vous avez quelque chose de très intéressant qui va arriver sur la 4G. Vous allez avoir un nouvel appel d'offres sur des fréquences. Et ce nouvel appel d'offres sur les fréquences, il va être important. Parce que la mer va... Oui, j'adore cette image. La mer va descendre... Va se retirer et on va voir ceux qui n'ont plus de maillot. Parce que là, il va falloir remettre de l'argent pour acheter du spectre. Et on va voir ceux qui sont les investisseurs de long terme dans les télécoms. Parce que c'est ceux qui vont acheter du spectre à ce moment-là. Donc nous, on espère que l'appel d'offres 700 MHz va arriver très vite. Et vous espérez qu'il sera cher? Que l'État va vendre chèrement cette mine d'or numérique? On pense que l'État a besoin de recettes. Le prix, il est déjà connu, grande masse. On sait à peu près le prix que ça va coûter. Et on pense que cet appel d'offres va être lancé rapidement parce que c'est un élément de différenciation des acteurs. Nous, comme on est le dernier entrant, on a du spectre suffisamment pour exploiter, mais on en veut encore plus pour apporter plus de débit. Ça nous amène au dernier sujet dont je voulais absolument parler avec vous et dont plus personne ne parle. C'était il y a combien de temps que pendant 48 heures, vous aviez bloqué les publicités de YouTube, que vous aviez lancé une sorte de, alors je vais le dire comme ça, et en vous flattant, de cri et de proclamation pour la souveraineté numérique. 7 jours, 48 heures. 7 jours, ça avait duré. 7 jours. Oui. On l'avait fait léger en plus, on était sympathique. Et on en est où là justement? On en est où sur l'ensemble de cette grande question? Non, parce que c'est une question qui dépasse à la limite Free et c'est évidemment une réflexion que vous avez. De cette grande question sur, alors c'est Didier Lombard qui disait, nous construisons des autoroutes sur lesquelles ne roulent que des voitures américaines et à un moment, c'est une question qui va falloir se poser. La question c'est de savoir, est-ce que c'est l'abonné français qui paye sa bande passante ou est-ce que c'est l'opérateur qui diffuse des très forts volumes qui paye ce surcoût de bande passante? Ouais. C'est ça la question. Moi, en tant que Français, je préfère que ça soit des grandes entreprises qui en tirent des énormes profits, qui payent ce coût de réseau qui aujourd'hui reste faible, mais qui va devenir énorme, plutôt que le consommateur français. Bon, on peut y avoir des avis différents. Mais vous aviez été seul dans ce combat-là, Xavier Niel, à ce moment-là. On a parfois des concurrents qui manquent de courage. C'est le sujet. C'est dommage, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous recommenciez, Stéphane Richard, quand il est venu, là, il a quand même tenu des propos sur Google qui étaient des propos qu'il n'avait pas eu l'habitude de tenir jusque-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il serait peut-être prêt à un moment ou à un autre à vous rejoindre dans un combat comme celui-là. Moi, ce que je trouve, si vous prenez Google, c'est une entreprise fantastique. Je trouve les dirigeants, je les ai rencontrés la première fois en début 2000. Je les trouve fantastiques. Ce sont pour certains d'entre eux des proches, des amis, et c'est une belle boîte. Après, ils ont une politique commerciale et ils font du lobbying pour obtenir quelque chose qui leur permet de faire plus de profit. Et nous, à l'inverse, on défend d'autres critères qui sont les critères de notre entreprise, qui consistent à dire le prix que l'on va payer, on va le faire payer par le consommateur au bout et on n'a pas envie de lui faire payer. Donc ce débat, il est là. Et au milieu de ça, brillamment, Google utilise la net neutralité. Google n'est pas une entreprise qui pratique la net neutralité dans tous les cas, mais dans le cas présent, elle met en avant la net neutralité. Mais la net neutralité n'apporte pas une notion de gratuité. Et on confond la net neutralité avec la gratuité d'accès à un réseau. La neutralité du net, c'est l'engagement que vous prenez, vous, fournisseur d'accès à Internet, à ne jamais différencier l'ensemble des paquets que vous acheminez chez moi. Quels que soient les acteurs, oui. Il faut maintenir cette neutralité du net aujourd'hui ? Oui. Mais au milieu de cette neutralité du net... Mais quand vous affrontez YouTube, on vous dit, quand vous affrontez Google, on vous dit, mais justement, vous êtes en train de porter atteinte à la neutralité du net. Après, vous avez des discussions et vous trouvez des solutions. Donc on trouve des solutions. Mais
vous avez ce sujet d'être capable de se dire que de manière durable, ces réseaux vont pouvoir exister. Je vous prends un exemple concret. Si demain, un acteur américain ou même un acteur français décide de créer un service qui a un succès énorme et qui fait que chez vous, on va vous délivrer 10 mégabits de vidéo en permanence. Un acteur qui s'appellerait Netflix, par exemple. Par exemple. Mais on n'est pas sur ces débits-là. Mais supposons que ça soit un Netflix ou une autre société, mais on peut prendre Canal+. Ce type de société qui est à même de délivrer par-dessus votre réseau ce type de débit. À produire par abonné, ça va vous coûter 10 €, 15 €. Et lui va emmagasiner un profit au milieu de ça. Est-ce que c'est l'acteur qui doit payer cet acteur au travers de son abonnement au fournisseur d'accès Internet, ou est-ce que l'acteur doit percevoir le surcoût occasionné par ce type de choses? Nous, on pense que c'est l'acteur qui doit percevoir ce revenu, surtout que parfois ces acteurs ont tendance à éviter à toute forme de fiscalité européenne. En plus, mais si vous êtes tout seul pour porter ce combat-là, vous n'allez pas y arriver, quelle que soit votre puissance. Écoutez, on essaye de porter d'autres combats français qu'on arrive à porter en étant tout seul, donc c'est pas un sujet. Prenez le sujet. Si vous reprenez le sujet Google, nous on était très fiers d'avoir fait la une du New York Times avec ça. Ah ben absolument. Super. Mais coup d'épée dans l'eau à l'arrivée, ou vous avez l'impression que vous avez marqué quelque chose, vous continuez ce combat, ça va pouvoir revenir à un moment, vous cherchez des alliances pour essayer de le marquer de manière encore plus forte? On ne cherche pas d'alliance, on essaye juste de faire ce qui nous paraît juste à un instant de raison, de trouver des solutions, et on trouve des solutions. Ils veulent prendre en charge l'humanité quand même, Google. Aujourd'hui. Ouais, mais je pense qu'ils veulent le faire. Je veux revenir Ouais, mais ils veulent le faire, mais ils veulent le faire d'une manière sincère. Je sais que c'est pas la vision française. Non, mais vous avez des gens chez Google qui ont une vision sincère où ils veulent améliorer le monde. Ils veulent que l'on vive plus vieux. Ils investissent des dizaines de millions d'euros pour vivre plus vieux. Cet été, j'ai été dans une de leurs. C'était pour amener la dernière question, Xavier Niel. Est-ce que vous avez envie de prendre en charge la France? Est-ce que vous avez une tentation politique? Non, aucune et définitive. C'est pas mon truc, moi je suis chef d'entreprise et mon seul métier, je vous l'ai répondu rapidement là-dessus, c'est Free. C'est mon seul métier, ma seule activité, et c'est là-dessus que je consacre plus de 90 ou 95% de mon temps. Xavier Niel était avec nous ce matin, je vous en remercie infiniment.